après, je réponds. Est-ce que vous savez la différence entre la contraception d'émergence et le mifepristone? Pour expliquer aux filles. Non. Donc, je vais commencer avec ça. OK. Donc, je vais parler sur la réversion de la pilule abortive. Il y a une confusion, et c'est différent, qu'est-ce qu'on peut faire. Il y a la pilule du lendemain. Ça, c'est une chose qui se prend après avoir la relation sexuelle. Et on ne sait pas encore si on est enceinte ou pas. Il doit le prendre 72 heures après la relation. Ça, c'est normalement le lévonorgestrel, c'est la progestérone. Et il n'y a pas un protocole pour la réversion de ça. D'accord? Donc, quand on parle de la pilule, ce n'est pas de la pilule du lendemain. Ce n'est pas très efficace, la pilule du lendemain. C'est une de chaque 4 cas, 75%, ça ne marche pas. Donc, elles seront enceintes. D'accord? Donc, on ferme le chapitre de la pilule de lendemain. Maintenant, on va parler de la pilule abortive. D'accord? On peut faire l'avortement par des techniques chirurgicales à l'hôpital, mais il y a aussi une façon de le faire avec des pilules. Ils ont fait ça à cause de deux choses. Une est la chose économique, parce que quand une fille doit aller à l'hôpital, c'est plus cher, beaucoup plus cher, que s'il donne quelque chose et il l'envoie à la maison. Et l'autre c'est la femme pense que c'est moins dur de prendre une pilule chez elle que dehors. J'ai dit dans des endroits, c'est pas le cas de la France parce que l'avortement est légal, mais la plupart des pays latino-américains, c'est dépénalisé. Donc, on parle encore de l'avortement clandestin. Et passer la pilule abortive, c'est une façon de faire des choses clandestines. Ça, on doit prendre au courant parce que c'est une façon de parler avec les filles. Ils emportent une boîte de pilules, un petit sac de pilules. On les voit très bien dans les films en plan. C'est bien de le voir. Il donne un petit sac, il les fait prendre une pilule sur place et après il prend son sac avec les autres pilules. Et c'est une chose cachée. Parce que normalement, les autres membres de la famille, ou peut-être même les papas du petit bébé, ne savent pas qu'elle est enceinte. Son personne sait. Et ils sont dans une chambre, elle prend une pilule ou quelques pilules, et elle peut commencer avec une hémorragie et personne ne sait pas. Donc ça, je dis, ça c'est la clandestinité, parce que c'est une chose médicale qui ne se fait pas dans un hôpital, qui ne se fait pas avec la connaissance presque de rien. D'accord? Donc, il y a vous me direz, mais la FDA, que c'est la Food Drug Administration, dans l'année 2000 aux États-Unis, il a parlé comment il doit faire des avortements médicamenteux, l'avortement avec de la pilule. Et il a dit que ça marche seulement pour les premiers 49 jours. 49 jours? Oui, ça c'est l'année 2000. Aujourd'hui, l'EIPAS, que c'est la filiale de Planned Parenthood au niveau d'Amérique latine, c'est l'Institut panaméricain de la santé, disent qu'il peut le donner jusqu'à 13 semaines. Vous voyez la différence. Je pense que c'est comme ça ici. Mais oui, au début, c'était seulement pour les premiers 49 jours. Comptez à partir de la dernière règle. Oui. Non? Et ils ont recommandé aussi les protocoles, ça c'est différent. Au début, c'était la FDA a recommandé 60 mg de mifepristone, que c'est la RU 86, d'accord? Et après, ils prenaient le misoprostol, 400 microgrammes.
l'autre c'était milligrammes, d'accord? Mais maintenant, ils disent qu'on doit donner 200 milligrammes, c'est plus petit, et de mifepristone par la bouche. Et après, on donne 1 ou 2 jours de 400 microgrammes de misoprostol par la bouche, sublinguale ou vaginale, chaque 3 heures, jusqu'à ce qu'il expulse les petits embryons et la placenta. Et ça peut aller jusqu'à 13 semaines. Donc, le plus tard qu'on donne ça, le plus grand que le bébé, le plus risqueux que c'est l'avortement pour la femme. Non? Il donne 2 jours d'intervalle, un intervalle de 2 jours entre la mifepristone et le misoprostol. Que ça, c'est l'époque où c'est le mieux, où on peut donner la réversion, parce qu'on verra qu'on peut donner seulement la réversion pour la mifepristone. Il n'y a pas la réversion pour le misoprostol. C'est très important d'interroger. Aussi, quelquefois, je vois que les filles te disent qu'ils ont reçu une injection intramusculaire, mais elles ne savent pas de quoi c'est. La plupart, c'est le méthotrexate. Donc, il y a un autre mécanisme d'action. Donc, c'est pas possible aussi, ça les fait pire. Donc, ce protocole est des possibles de la chimio, oui. Je dirais pourquoi est-ce qu'on donne ça. D'accord? Donc, il y a de différents mécanismes d'action. Okay? Et bon, l'idéal, c'est le misoprostol. Son mécanisme d'action, c'est provoquer des contractions. Okay? Et avec la contraction, ça fait le bébé sortir. Okay? Et l'idéal, c'est qu'il n'a pas passé plus de 24 heures avant qu'on donne, avant que la patiente a pris la mifepristone. Et le meilleur cas de succès, c'est s'il est donné dans les premières 72 heures après qu'elle a pris la mifepristone. Donc, c'est le meilleur, c'est donné, elle prend la mifepristone, on les donne dans les premières 24 heures. Ça, c'est les cas qui sont plus de succès. Mais sinon, les plus à 3 jours. Et même si elle est déjà avec des dates d'avortement, comme c'est les contractions et du sang, et ça peut être encore exiteuse la réversion si c'est dans ce temps. Ça peut encore réussir. Oui, aussi, oui, ça peut encore réussir. Merci. Donc, quel que c'est, donc, misoprostol, il provoque des contractions. Mifepristone, que c'est ça qu'on va parler pour la réversion, il y a 2 mécanismes d'action. Un des mécanismes d'action, c'est, vous vous souvenez que dans les premiers jours de grossesse, l'hormone la plus importante pour soutenir la grossesse, c'est la progestérone. Le bébé produit de l'hormone gonadotrophie chorionique depuis le 5e jour. Mais ça commence à monter. Mais les premiers jours, c'est beaucoup plus important la progestérone. Mais toujours, il y aura pendant la grossesse la progestérone aussi. D'accord? Donc, directement, la mifepristone bloque les récepteurs de la progestérone. D'accord? Et ça ne permet pas l'implantation. L'implantation commence le 5e jour de grossesse, après la conception, c'est ça comme le compte, et ça, c'est bien implanté au jour 14e. Et l'autre mécanisme d'action de la mifepristone, c'est qu'il provoque que la placenta ne marche pas très bien. C'est pour ça qu'il peut avoir un effet aussi après l'implantation. Parce que la placenta est très importante pour la nutrition et la respiration, l'oxygène, pour que l'oxygène arrive au bébé. On ne peut pas vivre avec de l'oxygène. Donc,
c'est ça qui provoque aussi. Oui, c'est ça l'histoire. Après l'implantation, il ne marche pas bien la placenta ni pour la nutrition, ni pour la respiration. D'accord? Et le troisième médicament que je vous ai dit, que je ne sais pas s'il est utilisé ici ou pas, c'est l'injection de méthotrexate. Le méthotrexate, bon, mais pour que ce sache, vous savez, c'est utilisé par la chimiothérapie. Pourquoi? Parce que ça bloque la division cellulaire. Donc, quand on a une tumeur, c'est logique. Tu donnes ça et ça bloque la multiplication cellulaire et que les tumeurs grandissent. Mais quand on a un bébé, la mitose, la reproduction cellulaire, est encore plus vite que dans une tumeur. On double la taille de notre corps. Vous savez, à la conception, on est un nouveau être humain avec un corps d'une seule cellule. On est un embryon unicellulaire. Et 27 heures après, on a doublé la taille de notre corps. On est un bébé de 2 cellules. Et à 48 heures, c'était 4, et comme ça, c'est exponentiel. Donc, vous imaginez, ça c'est important. Donc, s'il y a cette injection de méthotrexate, ça se donne comme troisième médicament. Donc, si tu bloques la division cellulaire, tu bloques la placenta, ou tu bloques les récepteurs de progestérone, et tu donnes aussi de la misoprostol, donc comme un tremblement de terre, tu sors le bébé parce que tu sors le bébé. C'est pour ça que quand ils combinent les trois, ça c'est un taux d'avortement presque plus de 95%. L'injection est intramusculaire? Intramusculaire, oui. Donc, quelquefois, ils disent, on a ça, ils ont mis quelque chose, mais je ne sais pas qu'est-ce qu'ils ont mis. S'ils auraient mis de la progestérone, ça serait très bien, mais je ne sais pas. Je pense que c'est ça. Agit aussi au niveau du col de l'utérus, avec Oui, de rendre plus souple. C'est ça. Méthotrexate, c'est ça. D'accord. Donc, maintenant, on va parler sur les protocoles de réversion. Est-ce qu'il y a une question jusqu'ici, de mécanisme d'action et tout ça? Oui, parce que là, tu as souligné un point très important sur le problème de la respiration. Et c'est un des éléments qui nous arrive et qui peut nous poser des problèmes, c'est quand on nous dit, oui, mais elle a pris donc la bifégine, 200 ou 600 mg, et il y aura des problèmes après à la naissance parce que pendant tout un temps, au moins 24 heures, il y aura eu des problèmes de respiration qui joueront sur les cellules, surtout cérébrales. Et ça, comment est-ce qu'on peut répondre encore à ça? C'est compliqué, hein? Oui. Bon, on peut aller à l'éthique, non? Tu dois avoir l'éthique et après, tu dois l'expliquer d'une façon très simple, je pense. Qu'est-ce que c'est plus grand, la valeur de la vie ou la santé? La valeur de la vie. Parce que si tu ne vives pas, tu peux pas avoir au nom de la santé. C'est pour ça qu'on dit la vie est un droit fondamental. Et l'autre chose que je dirais, c'est, en général, ça dépend du moment, mais peut-être il n'y a pas même encore du cerveau. Il y a le tube neural. Et quand il y a des choses terribles dans les premières 2 ou 3 semaines, il n'y a pas de malformation. C'est assez grave parce que c'est un corps avec de petits numéros de cellules, que s'il y a un problème, c'est sur la vie, pas sur la fonction. Mais c'est surtout ça. C'est fondamental, et ça on appelle des droits humains de la Déclaration universelle. On peut parler de la philosophie, mais comme on a besoin d'un argument pragmatique, tu dis, sinon on ne vit pas, on ne peut pas avoir ni la liberté, ni la justice, ni la santé. Donc c'est surtout ça. Mais c'est difficile. Oui. C'est difficile de faire passer. Oui, mais on doit le savoir et après, bon, on doit faire notre meilleur effort et on dit en éthique, à l'impossible, on n'est pas obligé. Oui, donc je fais tout ça que je peux, tout ça qui est possible, et s'il n'y a pas, d'accord? Non, c'est difficile parce que peut-être, premièrement, c'est difficile que quelqu'un dise qu'il a pris cette pilule. Oui, non?
c'est clandestin. Il n'y a pas un record, il n'y a pas un dossier pour savoir qui l'a pris. Deuxièmement, je ne pense pas qu'ils font des autopsies et qu'ils étudient les bébés. Non. Et après, tous ceux qui sont sauvés, ils vont très bien. Ils vont très bien. La plupart, je pense que c'est plus grave quand il est en train de naître, l'époxy, que dans ces moments-là. D'accord? Mais bon, que je sais, il n'y a pas plus risqueux. Pour ce que je sais, c'est difficile de faire le tout. Je ne sais pas qui l'aille, mais je ne sais pas tout. Mais on peut le chercher. Non, mais par contre, si. Mais si on a le risque d'une chose de santé, on doit sauver la vie, même supérieure que la santé. Oui, mais ça, il n'y a pas de souci. Le problème aussi, c'est lorsqu'elles ont pris les deux. Elles ont pris le Gemisio, l'amifégine et le Gemisio. Si elles ont pris les deux, on n'utilise pas, on ne peut pas, ça c'est très important. On ne peut pas utiliser les protocoles si ce n'est pas que seulement on a donné la mifepristone. Si on a donné la mifepristone plus le misoprostol ou quelque autre chose, ça ne va pas marcher. Le bébé tient comme ça. D'accord? On a plein de bébés comme ça. Non, pour réversion, pour la réversion. Ça a marché. Ça a marché, mais peut-être parce que de toute façon, oui, mais misoprostol n'a pas fait son travail. Oui, c'est ça. C'est surtout ça. On ne peut pas réversion de la misoprostol. Et même le docteur qui a fait ça, qui est le docteur Delgado, aux États-Unis, en Californie, je pense à San Diego. Oui, je peux donner son nom complet. Et ils disent, parce qu'on a demandé s'il a fait un protocole pour pouvoir faire la réversion du misoprostol, il dit que c'est difficile de faire la réversion du misoprostol. D'accord? Non, mais en fait, je dirais impossible, mais il n'y a aucune investigation maintenant. Donc, s'il y a une qui a pris les deux, peut-être c'est parce que le misoprostol il n'avait pas. Mais il déconseille de le faire. Je dirais pourquoi on doit faire l'ultrasonographie et tout ça, non? Ok. Donc. Sur la réversion au niveau des naissances, est-ce qu'il a été? Je vais faire tout ça. J'arrive. Ok. Donc, les protocoles. Et je peux le laisser écrit en anglais, c'est plus facile. Donc, il y a l'administration, premièrement, je veux dire que vous l'avez, même pour ceux qui m'écoutent, pour savoir que c'est possible de faire l'essai. Mais je pense que c'est très irresponsable de le faire sans la surveillance d'un médecin. Oui. Ça peut devenir dangereux pour la femme. Donc, c'est bien que vous avez l'idée. C'est pour ça que j'ai donné cette même conférence aux 40 jours pour la vie. Mais on doit avoir au moins un médecin qui peut faire un ultrasonogramme, une échographie, parce que si le bébé est ectopique ou le bébé est déjà décédé, c'est un problème si on soutient cette grossesse et la femme est en péril. Par exemple, si au Mexique, j'ai une femme qui n'est pas, où on a un OBG, un gynécologue, je ne peux pas le faire parce que je suis à distance et c'est irresponsable. Et moi-même, je suis un médecin. Donc, je vais donner le protocole, mais ça dépend. Si vous l'utilisez, je pense que c'est un peu irresponsable parce qu'on doit avoir la surveillance d'un médecin. De toute façon, nous, ici, autour de la table, il n'y a aucun risque qu'on le fasse puisqu'on n'est pas médecin. Et que la progestérone, c'est une ordonnance. Par contre, une chose est sûre, c'est que nos médecins ne font pas l'échographie. Ils donnent directement la progestérone. Ça que c'est important, c'est de parler avec des médecins. Je peux laisser les publications scientifiques, comme ça, ils peuvent les lire et tout ça. Bon, je vais dire qu'est-ce qu'on fait. Je vais dire qu'est-ce qu'on fait. S'il faut avoir absolument une échographie, on retarde la prise de la progestérone, donc la possibilité. Alors, on y va. Bon, je vais faire, laisse-moi suivre. Et après, les choses pratiques d'ici, on les résout dans ça. Mais je vais donner les protocoles. Dans les protocoles, c'est
Et l'idéal, premièrement, c'était l'administration intramusculaire de 200 mg de progestérone le plus tôt possible, le plus rapproché possible à l'ingestion de mifepristone. D'accord? Donc, si c'est à l'heure, c'est mieux que si c'est aux 20 heures, que si c'était, non? Et on doit faire en même temps un ultrasonogramme, une échographie abdominale ou transvaginale pour voir, pour confirmer que la grossesse est viable et qu'il est intra-utérine. C'est très important que le bébé vive et qu'il est intra-utérine. Et s'il y a moins de 5,5 semaines par date de la dernière règle d'aménorrhée, comme c'est difficile de voir les sacs, de voir le cœur et tout ça, de le percevoir, le cœur, parce que le cœur bat depuis 21 jours comme un tube, mais ça bat déjà, mais on ne peut pas les monitoriser. On doit monitoriser les niveaux de l'hormone gonadotrophique chorionique. Je ne sais pas qu'est-ce qu'il passe ici, mais au Mexique et au pays latin, on peut demander pour les quantitatifs, les numéros. Ça ne sert pas qu'il y ait positif ou négatif, qualitatif. On doit faire la quantitatif, le dosage quantitatif de la fraction bêta de l'hormone gonadotrophique chorionique. Et normalement, c'est pas plus de 5, et normalement, les labos te donnent entre combien de chiffres il est dans des semaines de grossesse. Ça, c'est important. Mais aux États-Unis, maintenant, au moins au cas que j'ai eu, ils donnent les résultats sans le dosage. Le dosage, oui. Bon, je l'ai parce qu'on l'a dans le bouquin médical, mais c'est important ça, parce qu'il y a un numéro que tu dois comparer avec les semaines de grossesse. OK. Et après, on répète cette même dose, 200 mg de progestérone intramusculaire, pour 2 jours de plus. Donc, c'est 3 jours de 200 mg de progestérone IM, intramusculaire. Et après, on les fait un jour oui, un jour non, chaque 3e jour. Pardon, pour 14 jours. Maintenant, tu peux me dire. Nous, il n'y aura jamais d'injection. Jamais. Non? Parce qu'on n'a pas assez de On n'a médecins. pas- Je t'ai pas donné des autres. Ça, c'est l'idéal. Au Mexique, on peut l'avoir même sans prescription, mais quelquefois, on ne trouve pas ça à la pharmacie. Alors, comment Donc, font les médecins? je donne le protocole et après, on discute la possibilité que vous savez. Ça, et s'il y a un protocole et vous ne pouvez pas le faire, vous ne le faites pas, mais on peut changer le protocole parce qu'il n'y a pas. D'accord. Et après, donc attention, donc on continue avec les protocoles idéal avec l'intramusculaire. Si c'est impossible, de toute façon, je les donne parce que c'est le meilleur. Si jamais la fille est en français, mais au Mexique, elle peut l'avoir, tu peux le dire peut-être, non? Et sinon, il y a aussi vaginal ça, mais je vais finir avec celui-ci. On efface et vous ne voulez pas savoir l'intramusculaire. OK. OK. Donc, 200 mg les 3 premiers jours, chaque jour. De jour 4 à jour 14, un jour oui, un autre jour non. Chaque 3e jour. Et après, on va continuer avec la même dose, la même BIA, c'est 200 mg intramusculaire, 2 fois par semaine, jusqu'à la fin du premier trimestre. Et on peut
ça doit avoir un jugement clinique, c'est pour ça qu'un médecin doit l'avoir, si on doit continuer ou pas, non? Parce que ça dépend de la symptomatologie, si c'est un avortement en évolution, s'il a perdu déjà, c'est pour ça qu'on besoin le médecin, d'accord? Par exemple, pour nous, au pays pauvre où il y a peu de sécurité sociale qui va prendre ça en charge, on a en plus des problèmes économiques parce que c'est beaucoup d'argent pour la plupart des personnes. Donc, on doit avoir des donateurs qui nous aident à avoir les médicaments pour ces personnes. Par voie orale, ce serait beaucoup moins efficace que par voie intramusculaire. Je vais dire. Okay. Non. Maintenant, pour la France, pour mes amis, pour n'importe qui, qu'on ne peut pas avoir la progestérone intermusculaire, Voilà. vous notez. On peut utiliser les suppositoires. Oui, les ovules. Non, ça, un suppositoire, c'est un suppositoire, après c'est les ovules. Les suppositoires de progestérone, 400 mg, on les met intravaginal, même si c'est okay? Et on les met le plus vite possible. On les donne, mais ça c'est le double de dose, 400 mg. On les fait tous les jours avant de se coucher, tout un trimestre. Oui, c'est tout un trimestre. Ça, je pense que c'est difficile. C'est pas bête, ça. Maintenant, on a par la bouche progestérone de 200 mg en tablette pour que ça puisse être via orale. On donne 2 capsules de 200 mg pour que ça soit 400 mg le plus vite possible et on continue à donner toutes les nuits pour le premier trimestre. C'est l'un ou l'autre? C'est les deux en même temps. C'est les deux. Les deux en même temps, tout de suite. 400 mg plus. Attendez, attends, écoute bien. 400 mg intravaginal. Non, ça c'est via orale, on est dans la via orale. C'est l'un ou l'autre. Mais non, c'est 4. Chut, je résume. Ah ben, C'est 400 mg. non, on a vu trois voies d'administration jusqu'à le moment. L'intramusculaire, que peut-être c'est pas possible pour vous, mais ça c'est le meilleur. La deuxième, c'était intravaginal, non? La troisième, ça serait via orale, si. Et, c'est ça. Une seule fois. Non, la via orale, c'est tous les jours pendant les premiers trimestres. Ah, aussi. Aussi. Oui, parce que. Soit 400, soit 200. Non, c'est 400. Ça, c'est 400. Non, c'est 2 capsules de 200, c'est 400 mg par jour. C'est pas les deux en même temps. Entre lequel est C'est le ce que plus fait notre efficace, ami. entre C'est suppos. le suppos. Elle nous fait dans l'ordre de l'efficacité. C'est souvent D'abord suppos. intramusculaire, ensuite suppos, ensuite oral. Et quelquefois, on a une ou l'autre dans nos pays qu'on ne peut pas avoir de la pharmacie qu'on veut. Et quelquefois, on doit faire la combinaison entre ça qu'on a. Mais on fait le meilleur qu'on peut. Donc, le parfait, c'est quelquefois ennemi du bon. D'accord? Mais on doit aller au parfait, mais sinon, non. On fait les questions après? Ok. Juste là, est-ce que tu peux redire, juste, c'est moi qui ai mal entendu, mais le dosage des deux? Et ça, c'est... Attends, OK. Intramusculaire, pas. Non. OK. La progestérone intravaginale, c'est 400 mg chaque jour pendant le premier trimestre quand elle va se coucher. Comme ça, ça ne sort pas. Et les deux sont par la nuit, d'accord? Et via orale, c'est 2 capsules de 200 mg, parce que moi,
il n'y a pas de 400, donc je pense qu'on doit donner 2 de 200. Si vous me dites il y a des comprimés ici de 400, vous les utilisez, mais je ne sais pas. Et les soirs aussi, chaque jour, pendant 3 mois. OK? Un médecin me parlait de la Non, cortisone les qu'on pouvait précautions. rajouter aussi. De la cortisone, Non, mais- c'est ça, je donne les protocoles qu'on a. S'il y a des autres protocoles, on peut les discuter après, mais je ne veux pas mélanger. Ça, c'est les protocoles qui donnera les résultats que je vais lire, qu'on doit faire les précautions qu'on doit faire. Parce que les stéroïdes en plus sont plus de malformations que ça. Donc, mais je vais parler sur ça. Et après, on peut discuter une autre combinaison. D'accord? Les précautions sont, s'il y a des dates d'avortement, des risques d'avortement, que c'est de l'hémorragie ou du sang et des contractions. Et on n'a pas confirmé que la grossesse est intra-utérine. On doit penser que c'est ectopique jusqu'à ce qu'on confirme. Parenthèse. Quelquefois, ces femmes ont déjà pris la pilule de lendemain. Et la pilule de lendemain, un de ses effets est qu'il faut l'estrogène fait la trompe bouger de l'intérieur à l'extérieur pour aider à impulser les spermatozoïdes. Et la progestérone fait l'effet contraire. Ça retourne les bébés à la cavité utérine. Donc, si la femme est ici et on donne la progestérone, ça fait une bande sans fin, on dit, et ça reste. Donc, un risque important de la pilule de lendemain qu'on n'a pas dans les petits papiers qu'ils nous donnent. Ils disent seulement que ça me fait vomir et tout ça. Ils donnent des nausées, mais ils ne disent pas ça. Donc, on doit penser à ça. Parce que peut-être cette fille, elle a déjà pris une, et maintenant elle a pris un autre. Donc, si toujours on doit penser à une grossesse ectopique, avec ça, on doit penser encore plus. D'accord? Et si c'est un ectopique ou un avortement incomplet, c'est très important, la surveillance d'un médecin. Donc, on ne peut pas faire la même chose que celle qui donne la pilule de manière irresponsable à la maison, comme si c'était une chose clandestine. Parce qu'on risque la vie, quelquefois même d'une fille qui est jeune, non? Et les parents ne savent rien, elle est dans la chambre à côté. On ne peut pas faire la même chose, même si on veut sauver le bébé. On ne peut pas prendre un risque à cette femme. Le meilleur, c'est que quelqu'un sache qu'est-ce qui se passe, non? Mais c'est très sérieux de savoir qu'on a besoin de ça. En France, normalement, avant de faire une IVG, elles sont toutes obligées de faire une échographie de datation. Et justement, l'échographie de datation sert aussi à savoir si effectivement la grossesse est bien implantée dans l'utérus. Si c'est très petite, tu ne peux pas voir la grossesse extra-utérine. C'est très difficile de le voir. C'est de peu de semaines. Parce qu'il est comme le bouillon donne, oui, très petite. Moins de 4 semaines. Donc, on peut le faire. Si ça y est avec vous, vous faites ce que vous voulez. Mais on dit, on doit surveiller tout le temps. Parce que c'est quelquefois très facile de faire le diagnostic d'une grossesse ectopique. C'est pas facile. Oui, c'est très compliqué. C'est pas facile. Il y a peut avoir la plupart des femmes qui arrivent avec une hémorragie, avec une chose ectopique, ils ont moins de 4-5 semaines et personne ne savait que c'était ectopique. Jusqu'à ce qu'ils ont ectopique, c'est extra-utérine, oui. Donc, c'est comme ça. Donc, ça, on doit faire attention. OK? OK. Si on laisse, je vais finir après, on donne
OK? Donc, si la grossesse continue viable, on doit mesurer à la semaine 12, à la fin du premier trimestre, les niveaux de progestérone et 72 heures après, on doit mettre une autre intramusculaire de progestérone ou, pour les endroits où on ne peut pas avoir l'intramusculaire, c'est 24 heures après mesurer la progestérone, on fait on donne la dose via orale ou intravaginale. Et 1 et 2 semaines après, on fait une échographie pour confirmer que le bébé est viable. Ça, je parle 3 mois qu'on est déjà dans le traitement. Et un médecin doit surveiller la femme 72 heures après qu'elle a commencé le traitement. D'accord? Et maintenant, j'ai la tératogénésis, que c'est qu'est-ce qui se passe. C'est seulement l'hypoxie, mais quand on donne des choses dans les premiers trimestres, c'est le moment de l'organogénésis. Deuxième et troisième trimestre, ça peut affecter la fonction, mais pas l'organogénésis. Donc, il y a une publication 2014. Maintenant, c'est plus difficile de le faire maintenant. Des publications, on ne peut pas faire ça qui n'est pas politiquement correct pour lire dans la médecine, on le sait. Donc, peut-être c'est la dernière qu'on aura. Ils ont démontré, parce que 14 ans après, parce qu'ils ont commencé ce protocole avant, qu'il ne provoque pas tératogénésis ou une tératogénésis qui passe la vie, parce que peut-être ça provoque une tératogénésis assez terrible que le bébé se perde, donc on ne les voit pas qu'est-ce qu'il a passé, non? Et ils ont déjà utilisé pour plus de 40 ans ce protocole et sans aucun cas de malformation. Maintenant, je peux vous dire que, objectivement, dans la génétique, on sait que la progestérone peut provoquer 2 choses. En général, la progestérone. Pourquoi est-ce qu'une femme prend de la progestérone plus habituellement que pour ça? C'est parce que c'est partie de la pilule hormonale contraceptive, c'est partie de tout ça qui est de dépôt, c'est de la progestérone. L'implant, l'injection et les patchs, ce sont tous des progestérone. Donc, c'est plus commun qu'une femme continue à la prendre pensant qu'elle n'est pas enceinte. Et donc, c'est pour ça qu'on a les cas. C'est pas qu'on les a à cause de la pilule de réversion, non? Il y a 2 choses qui ça peut provoquer la progestérone dans ces premières 2 semaines. Une d'eux, c'est le pseudo-hermaphroditisme masculin. Ça veut dire que le bébé est né qu'on ne sait pas s'il y a les chaussures roses ou bleues. Il y a combinaison, non? On ne sait pas à cause de ses génitales. Non, c'est pas hermaphrodite. Je donnerai la leçon après. Ça s'appelle pseudo-hermaphrodite. C'est pas la même chose que hermaphrodite, mais on discute tout à l'heure. Et donc, pseudo-hermaphroditisme, ça veut dire qu'il y a une coefficient de génitalia, aux génitaux, des organes génitaux, mais il y a un testicule ou un ovaire. L'hermaphroditisme, la plupart des monde, même quelques médecins, mais vous pouvez les lire dans n'importe quel livre de génétique ou de biologie, l'hermaphroditisme
sa définition, c'est que la personne a les deux organes, Ah oui. les deux glandules, ovaires et ça. Donc, c'est pas hermaphroditisme. C'est pseudo-hermaphroditisme. C'est un problème seulement dans les organes génitaux externes. Il s'appelle masculin parce que le bébé a un karyotype masculin, XY. On l'appelle pseudo-hermaphroditisme féminine quand il y a un karyotype XX. D'accord? Donc, c'est un pseudo-hermaphroditisme masculin. Le bébé avait testicules, avait toutes les choses qu'il a besoin pour avoir des organes génitaux externes masculins. Mais il y a une chose extérieure qui affectait ça. Qu'est-ce qui a affecté un bébé masculin? Il a les testicules, il a la testostérone, il a presque rien de progestérone. Un petit peu qui est produit par la suprarrénale. Donc, quand on donne externement une grande dose de progestérone, ça peut donner ça. Mais, encore une autre fois, je vais sacrifier la vie d'une personne parce qu'il y a un problème qu'on peut résoudre. Ça va contre l'éthique et la loi fondamentale de la Déclaration universelle des droits humains de 1948. Les droits fondamentaux à la vie, les autres, ce sont des droits qu'on peut avoir si on vit. Sinon, c'est pas cas de discuter. Non? C'est pour ça que ça s'appelle les droits fondamentaux. Et l'autre chose que j'ai même vue dans ma consultation de génétique au Mexique, parce qu'il y avait une campagne de distribuer la pilule contraceptive dans des petits endroits où c'était dans la montagne très difficile d'accès. Donc, à moi, ils ne sont pas l'emporter. Les suivants mois, ils sont emportés. Personne n'a pensé que peut-être la femme était enceinte. Ils donnaient. Donc, j'ai vu une dizaine de cas, c'est pas trop, de syringomélie. La syringomélie, c'est comme la sirène, on dit. La sirène, mermaid, la sirène. Ils n'ont pas de choses comme des poissons, mais ils sont nés avec les deux jambes collées ensemble. D'accord. Mais c'est un cas extraordinaire et je peux vous dire que ça n'est pas documenté à cause de ce protocole. C'est documenté comme quelque chose de très bizarre dans les chapitres des choses très bizarres dans le livre de génétique, dans les chapitres de tératogènes. Mais je peux vous dire ça en théorie. Non? Ça c'est la tératogénésis. Quelles sont les dates statistiques des succès? Des données, d'accord. 60% des données, mais je suis parlé, non? Qu'on les prend le plus 72 heures après avoir pris la mifepristone. Les plus près de la prendre, ça les fait plus, non? Mais la moyenne, c'est 60% taux de succès. OK? Ça vaut la peine, même si on dit c'est oui ou non, mais ça vaut la peine de faire. 40%, ça passe l'avortement, même si on a utilisé la réversion, et ça passe généralement les 2 premières semaines depuis qu'on a commencé. Okay? Donc, ça vaut la peine. Si ça passait les 2 premières semaines, on doit continuer. Même si c'est difficile, si c'est coûteux, si elle veut pas, on doit convaincre qu'il y a une meilleure possibilité que ça passe. Qu'est-ce que ce sont les effets adverses pour la maman? Ils sont très simples. Elle peut avoir de la fatigue, de dizziness, vertige. Elle peut avoir comme des reflux, des agruras, agrures. Et après, elle peut avoir ardeur dans les sites d'injection. Bon, c'est pas grave, non, pour la femme.
D'accord? Donc, je vais lire un peu de... Oui, aigreur, fatigue, vertige. Et je vais donner un peu de taux aussi que j'avais ici. On en a des kilomètres. Même si que, oui, ce qu'on leur dit, ce qu'on veut savoir. On est sain. Et on n'a pas du tout ça. On n'a pas les protocoles, il faut OK. qu'est-ce qu'un médecin On peut dire aussi qu'on peut utiliser la progestérone compound, la composée, si. La progestérone composée les suppositoires de progestérone composée micronisée, c'est 400 mg le plus vite possible. Et après, chaque jour, pendant le premier trimestre. On peut utiliser le Prometrium, que c'est aussi de la progestérone de substitut. 200 mg, c'est 400 mg de tablettes par oral avant d'aller se coucher. Donc, c'est la même chose pendant le premier trimestre. D'accord? Et ce protocole est international ou il est que non, ce protocole est américain et c'est adopté par plusieurs. Je ne sais pas quel pays l'ont mis peut-être dans le site. Mais Bénédicte, je demande si ça passe. Non, je ne pense que c'est. OK. Donc, OK. Donc, on a les questions. Il n'y a pas, si ce sont enregistrées les questions, vous voulez que je les. D'accord. oui,